Depuis sa publication originale dans la presse américaine du 9 août 1937 au 5 février 1938, The Monarch of Mediocre de Floyd Gottfredson a souvent été repris. Son histoire éditoriale offre un bon exemple de la manière dont les premiers comics Disney ont été diffusés aux États-Unis et importés en Europe. Les strips originaux de 4 ou 5 cases en noir et blanc sont colorisés au mois de mars 1941 et assemblés pour une publication en pages de 4 par 3 dans les Walt Disney Comics and Stories. Ils y composent, sous le titre Mickey Mouse has His Royal Highness, un feuilleton en 4 épisodes de 15 à 20 feuilles. 9 ans plus tard, en juin 1950, pour leur reprise dans le même magazine, ils sont cette fois redessinés et partiellement réécrits. Dans la presse, les strips s'enchaînaient et l'on passait d'une aventure à une autre sans même qu'un titre ait besoin de marquer la transition. Mickey rentrait à la maison et repartait presque aussitôt. Chaque intrigue formait un arc narratif clos au sein d'une même continuité censée restituer la vie quotidienne des personnages. En 1941, cette logique avait été préservée avec l'histoire précédente In Search of Jungle Treasure. Le dialogue pouvait donc y faire allusion. C'est ainsi qu'au début de Monarch of Mediocre, Mickey vient apporter à Minnie sa part du trésor sous forme d'un chèque du capitaine Churchmouse qui les avait envoyés en Afrique. En 1950, cette continuité est rompue et l'histoire s'autonomise sous le titre qu'on lui connaît. On ne fait plus semblant de suivre la biographie des héros. Les aventures ne s'enchaînent plus linéairement, elles doivent pouvoir être éditées indépendamment les unes des autres. La référence au capitaine Churchmouse disparaît donc au profit du sponsor d'une émission de radio. Du coup, le montant est revu à la baisse. On passe d'1 million à 50 000 $, ce qui reste considérable. Le titre du programme auquel Mickey et Minnie doivent cette manne, Bust the Bank, pourrait se traduire en français par Faites sauter la banque. Il correspond bien à l'élan de prodigalité et surtout de générosité qui s'empare bientôt de Mickey. À l'autre extrémité du récit, Bill Wright inscrit le mot fin au bas des adieux à Medioca, alors que Mickey et Minnie quittent le royaume en carrosse. L'inversion de la perspective sur celui-ci souligne l'effet de clausule. La narration élude ainsi leur voyage de retour, la visite d'une capitale européenne, la fièvre acheteuse qui s'empare de Minnie, la croisière parmi les célébrités et le mal de mer de Mickey. Tout le processus de transition entre les histoires et les gags auxquels ils donnent lieu sont abandonnés au profit d'un recentrage sur le romanesque. L'héroïsme prend le pas sur la vie de star. La fiction s'achève dès lors qu'on tourne le dos à son chronotope. Dans la vieille Europe où l'intrigue se situe, les strips en noir et blanc de Gottfredson ont circulé dès 1937 en Finlande et en Yougoslavie. À Belgrade, ils ont même donné lieu à un véritable incident diplomatique. Prévenu contre une histoire qui met en scène le complot du duc Varlod de Medioca contre son jeune cousin le roi, auquel Mickey s'est substitué en qualité de sosie, le prince régent en a fait brutalement interrompre la publication dans le journal Politica. Elle rappelait un peu trop à son goût sa propre situation vis-à-vis de l'héritier légitime du trône, le prince Pierre, alors âgé de 14 ans. Dans la foulée, le reporter qui avait fait connaître l'incident à la presse américaine s'est vu expulsé du territoire. En s'inspirant du roman d'Anthony Hope, The Prisoner of Zenda, Floyd Gottfredson ne s'attendait sans doute pas à être ainsi pris au pied de la lettre. La bande dessinée est un art décidément subversif. À partir du 7 juillet 1938, les strips s'égrènent en pleine page sur 23 numéros de l'hebdomadaire italien Topolino. Leur colorisation est antérieure à celle des Walt Disney Comics and Stories de 1941 et il n'y a pas besoin d'être expert au jeu des 7 erreurs pour voir que ce n'est pas la même. Ils sont ensuite assemblés en un volume unique, mis en vente au mois de décembre. La publication anglaise commence 2 jours après l'italienne dans le Mickey Mouse Weekly. Elle y est organisée en 4 livraisons qui toutes portent des titres différents comme autant de chapitres d'un roman. La même année, on signale une édition turque en 4 épisodes également, et surtout, pour nous, la France entre dans la danse. Tout commence le 18 février dans Le Petit Parisien, qui publiait les aventures de Mickey depuis déjà 8 ans. Comme à son habitude, le quotidien n'a que faire des prémices de l'histoire et commence son feuilleton pour ainsi dire in medias res par le 19e strip de Gottfredson. Chacun porte un titre qui en résume le propos et en souligne la portée dramatique. Pour le premier, c'est Sombre dessein. On plonge directement dans le complot en ne manquant pas de rappeler en encart l'incident yougoslave.
Dans ce contexte, les nouvelles tribulations de la souris peuvent bien être qualifiées de diplomatiques. La traduction l'est aussi, puisque les émissaires de Medioca, qui enlèvent Mickey après avoir repéré sa ressemblance avec leur souverain, sont privés de l'accent germanique dont Floyd Gottfredson les affligeait pour se moquer des nazis. Alors que les tensions internationales ne cessent de se préciser, toute provocation du voisin allemand semble inutile. La même année, l'histoire paraît dans les albums Hachette, en 2 volumes préparés par Madame du Genestou, Mickey roi de Bamboulie et Mickey abdique. Oubliez donc le Médioca, dont le nom était pourtant bel et bien présent dans Le Petit Parisien. La narratrice s'approprie pleinement l'univers. La collection est connue pour avoir été la première à éditer des livres Disney en France avec les aventures de Mickey en 1931. Son modèle est celui des illustrés qui avaient marqué les premiers temps de la BD avant l'invention et la généralisation des bulles. Les dialogues disparaissent donc au profit d'un récit en pied de case qui se contente de les rapporter au fil de l'intrigue. Chaque page est dotée d'un titre, selon une logique à mi-chemin du chapitrage et de la titrologie des strips dans Le Petit Parisien. Pour l'écriture, on n'est pas loin d'une forme de novélisation. Le transfert médiatique est en tout cas très net. Ces albums aujourd'hui ont certes un charme un peu désuet. Comme les strips du Petit Parisien dont ils sont partenaires, ils témoignent des tâtonnements d'avant-guerre quant à la diffusion en France des comics Disney. De cette époque pionnière, il ne reste aujourd'hui que le journal de Mickey, créé en 1934. Mais il a fallu attendre 1955 pour qu'il publie The Monarch of Mediocre. C'est alors la version moderne, celle redessinée par Bill Wright en 1950, qui est choisie. À cette époque, on ne cultive pas le vintage dans les publications pour la jeunesse. Elle paraît du 6 février au 2 octobre, en 36 épisodes d'une page, sous le titre Mickey, roi de Métropolie. Les accents colonialistes du toponyme Bamboulie n'étaient évidemment plus de mise. Quant à la bonne fortune de Mickey au début, c'est ici à la loterie qu'il la doit, non au sponsor d'une radio. Dans la France de la 4ème République, d'Edgar Faure et de la RTF, aucun enfant n'aurait compris la notion. La loterie nationale, elle, était populaire. Par un curieux scrupule historique, le traducteur change aussi le nom du monarque. Chez Gottfredson, Michael XIV est une allusion évidente à notre roi Soleil et à son goût des fêtes dispendieuses. Il devient ici Michel XVI, en référence à la révolte qui gronde sous son règne. Dans la France de 1955, où l'on enseigne l'histoire selon Mallet et Isaac, pas question d'écorner le prestige du grand siècle. L'accent germanique des citoyens de Medioca, conservé dans la version américaine traduite, n'est pas plus respecté que dans Le Petit Parisien ou les albums Hachette. À cette date, en fait, toutes les éditions françaises l'ont soigneusement évité. Il a été rétabli par le traducteur Philippe Touboul pour l'édition Glénat de la version originale en noir et blanc, publiée en 2019. 8 ans plus tôt, pour l'édition couleur du même éditeur, Alex Nikolavitch avait quant à lui fait le choix d'un roulement de R qui préservait une forme de pittoresque sans pour autant cibler la langue allemande. Le constat est sans appel, plus le temps passe, moins il apparaît utile aux auteurs de ménager nos amis d'outre-Rhin. On voit comment, inscrite dans la longue durée, l'histoire éditoriale des comics Disney résonne d'enjeux politiques et mémoriels. Avant de vous quitter et de vous inviter à découvrir cette aventure de Mickey et bien d'autres, il me reste à signaler aux curieux que le nom de Medioca est démarqué en anglais de l'adjectif mediocre. Inutile de le chercher sur une carte.